et bienvenue dans ce nouvel épisode du Baroudeur du cinéma. Ce Baroudeur du cinéma concerne les sorties du mois de décembre 2015, donc il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente année 2016 pleine de bons films et de bons cinémas. Encore une fois, chers abonnés, c'était à vous de choisir le film traité par le Baroudeur du cinéma. Vous aviez le choix entre 4 films, dont Babysitting de Philippe Lachaud, Au cœur de l'océan de Ron Howard, Le casse du siècle, The Big Short de Adams McKay, ou encore Joy de David Russell. C'est finalement Au cœur de l'océan de Ron Howard qui a eu vos faveurs. Au cœur de l'océan est donc l'histoire qui a inspiré le roman Moby Dick, et celle-ci nous est contée de la façon suivante. On fait connaissance avec Herman Melville qui va à la rencontre d'un vieil homme un peu bourru, alcoolique, assez agressif, qui n'est autre que Thomas, un matelot qui a fait partie il y a quelques années, donc quand il était très jeune, de l'équipage d'un baleinier, l'Essex, qui avait donc pour mission d'aller à la chasse aux baleines et aux cachalots pour ramener une denrée très très demandée à l'époque, c'était l'huile de baleine, qui servait donc à éclairer les foyers en cette époque. On fait donc connaissance avec ces deux personnages, un jeune romancier à la recherche d'inspiration qui est venu donc à la recherche d'une sensation, d'une histoire sensationnelle à raconter, et en face de lui, un matelot un petit peu perturbé en la personne de Thomas. On a donc une histoire qui va être racontée dans une histoire, et quand on part donc dans la véritable histoire de l'Essex, on fait connaissance avec un baleinier interprété par Chris Hemsworth, Thor pour les fans de Marvel, qui en est à sa deuxième collaboration avec Ron Howard après le très réussi Rush. Pour me souvenir bien du nom des personnages, je vous dirais que Chris Hemsworth, c'est Owen Chase, un mec du peuple, un terrien comme il est appelé, donc c'est vraiment quelqu'un qui est né à l'intérieur des terres et qui n'est pas né au bord de la mer, mais malgré tout, c'est un marin aguerri à qui on a promis la direction d'un bateau, ce qui ne sera pas encore le cas, parce qu'il va monter donc sur un baleinier, l'Essex, sous le commandement d'un acteur qu'on avait déjà vu dans Abraham Lincoln et le chasseur de vampires, un film très 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 moyen. Il interprète George Pollard, c'est Benjamin Walker, et on va donc avoir l'affrontement de ces deux personnages sur la première partie du film, c'est-à-dire la vie sur le bateau, son organisation, son commandement, et un homme de bonne famille qui maîtrise la théorie face à un homme du peuple qui maîtrise plutôt le terrain. Au milieu de cela, on a notre petit matelot Thomas. Il est interprété par l'acteur qui va faire le prochain Spider-Man. Je crois que son nom de famille c'est Holland, je crois. Un acteur plutôt intéressant dans ce film, très convaincant. C'est un petit peu notre clé d'entrée dans le récit, pour ainsi faire connaissance de la vie sur le bateau, de la façon dont on chassait la baleine à l'époque. On a même une scène super intéressante où ce jeune garçon va se retrouver à l'intérieur d'une baleine, morte bien entendu, pour aller y chercher le précieux carburant, la précieuse denrée qui est en fait la graisse de baleine qui sert donc à allumer les lampes à cette époque. Donc très classique la façon de narrer, c'est du Ron Howard, c'est très efficace, c'est très linéaire, à part le fait qu'on est dans une histoire imbriquée dans une autre histoire, une histoire racontée à travers une histoire. Mais on est sur une première partie classique de vie sur le bateau, un petit peu comme dans Master and Commander avec Russell Crowe, en moins guerrier, mais dans l'aspect hiérarchie, côté exigu et compagnie, on est en plein dedans. Donc très intéressant. Chris Hemsworth, c'est vraiment le chasseur de baleines, le beau gosse, avec les pecs en avant, la grande gueule, apprécié de tous, le modèle, c'est un peu le modèle de Thomas d'ailleurs, c'est par ce personnage qui va apprendre et qui va aussi s'identifier et surtout avancer dans ce nouveau travail pour lui, donc de la vie de matelot sur un baleinier. Donc on vit avec eux, on affronte une tempête, ça c'est le grand classique des histoires de bateaux, de chasse de baleines, il y a toujours une tempête forcément. Ça reste très efficace, les personnages sont attachants, beaucoup d'empathie notamment avec ce jeune garçon qui découvre la vie sur le bateau comme nous on la découvre en tant que spectateur. Bien sûr, on arrive à un moment où il y a la chasse à la baleine, très immersif, on est dedans,
On est avec eux, on a peur pour eux. Moi personnellement, je crains un peu les profondeurs, donc je peux vous dire que j'étais à fond dedans. Je ressentais un petit peu l'envie de l'aventure et la peur des profondeurs, comme le petit Thomas. Et à ce moment-là, on fait rencontre avec la bête féroce, un cachalot gigantesque blanc. Alors je peux vous spoiler parce que c'est l'histoire qui a inspiré Moby Dick, donc tout le monde connaît l'histoire. On se retrouve donc face à un affrontement entre ce bateau qui nous paraissait impressionnant sur la première partie et qui finalement n'est qu'un vulgaire morceau de bois face à cette baleine. Et suite à cela, on tombe dans une partie plus survie, plus perte au milieu de l'océan, donc forcément le rythme en pâtit. On va en perdre beaucoup face à cette partie-là, beaucoup de spectateurs, comme autant de personnages au final. Mais moi j'ai bien aimé, ça m'a rappelé un petit peu cette année, on avait eu en 2015 le film Invincible d'Angelina Jolie, avec ces 3 militaires qui étaient perdus au niveau de l'océan. C'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de monde. On va un peu plus loin malgré tout dans les profondeurs de l'âme humaine, donc c'était plutôt intéressant. Mais vous l'aurez compris, vous ne serez jamais surpris par l'histoire, c'est très classique, très prévisible, mais c'est tellement bien raconté par Ron Howard que c'est vraiment un plaisir de se laisser conter une histoire par ce garçon. Donc bon casting, bonne histoire, un peu prévisible, très classique, et ce sentiment un petit peu classique va être renforcé par la réalisation malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on le voit, et nous allons en parler tout de suite. Parce que oui, la réalisation est classique à l'image de l'histoire du film, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques idées plutôt intéressantes. J'ai beaucoup apprécié certains placements de caméra. Je vais vous donner 2 exemples très concrets. On a un moment, un passage où on voit les matelots évoluer sur le bateau et surtout hisser les voiles, se préparer à prendre les meilleurs vents pour aller à la chasse à la baleine. Et on a un moment, un personnage qui grimpe donc sur le mât, sur les cordes et autres. Et on a une caméra placée sur un des morceaux du bateau, un morceau de bois, et on voit donc le personnage avancer. Mais l'angle est assez original parce que ça nous permet d'être vraiment au cœur de l'action, au cœur de la vie du bateau, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique à ce niveau-là, plutôt original, et ça cassait un petit peu le côté classique de la façon de filmer qu'on avait eu depuis le début du film. Autre moment un peu similaire, lors de la chasse des baleines, on a donc un des équipages qui arrive à harponner une jeune baleine, je crois, un jeune cachalot plutôt, et on a une caméra qui se fixe sur le flanc de la bête, qui va dans les profondeurs pour essayer d'échapper à son terrible sort. Et là, on est vraiment dedans, il y a vraiment une sensation de vitesse, de profondeur et autres. C'est assez immersif là aussi. Ça permet aussi un petit peu de casser le rythme, de mettre une petite accélération au moment où on s'y attend le moins. Ça casse un peu le rythme classique de la réalisation, j'insiste beaucoup sur ça, hein, c'est très classique, efficace. Ça reste Ron Howard, il sait très bien raconter les histoires, comme il sait très bien mettre en place et réaliser ses films. Donc il n'y a pas de fausses notes, mais il n'y a pas non plus de fulgurance ou de nouveauté à ce niveau-là, malheureusement. Autre choix que j'ai trouvé intéressant et assez audacieux, même si c'est plus un choix de réalisation au niveau des couleurs, d'une couleur dominante qui est le verdâtre, une espèce de vert qu'on retrouve beaucoup. Je sais que c'est un parti pris qui passera pas auprès de tout le monde. Pour en avoir discuté avec certaines personnes, c'est pas du tout passé. Ça faisait même un peu peur quand les bandes annonces étaient sorties. Ça m'a pas dérangé. En voyant le film, je me disais que ça nous permettait, au niveau donc de l'eau verdâtre qui domine beaucoup, au niveau des profondeurs, de voir à peu près ce qui se passe sous l'eau. C'est pas net, c'est certain, on n'y voit pas comme une eau turquoise. Mais c'est pas non plus opaque comme ça aurait pu l'être dans un océan en plein milieu d'une tempête ou autre. Donc ça donne un petit côté, je vois mais je vois quand même pas tout, donc ça crée un petit peu la peur, un petit peu d'appréhension. J'avoue que ça a beaucoup fonctionné sur moi au niveau des déplacements de la baleine géante, qui est très bien réalisée pour le coup. Elle est très belle, elle est très majestueuse, gigantesque, on a vraiment l'impression que oui, elle peut balayer le bateau comme une vulgaire branche d'arbre qui pourrait nous arriver dessus. Non, ça reste très efficace à ce niveau-là. C'est un parti pris, certes, timide, parce que même si on n'apprécie pas le parti pris d'une couleur verdâtre dominante, mine de rien, on passera quand même un bon moment, on verra un bon film, pardon. Donc ça reste très correct. La même chose au niveau des musiques. Il n'y a pas non plus de thème qui ressort, ça fortifie un petit peu les sensations de peur, d'aventure, d'appréhension, de chasse, ça leur permet d'avoir un petit peu plus... En gros, la musique, elle va souffler dans les voiles de la narration pour dire quelque chose de poétique et de joli. En gros, c'est un petit peu ça que je dirais pour finir là-dessus. Très classique,
pas de fulgurance, mais très bien fait. C'est quand même Ron Howard, un artisan de cinéma qui fait bien son boulot, un artisan avec un gros budget, mais ça reste quand même quelque chose qui se fout pas de la gueule du spectateur, qui veut pas lui en mettre plein la vue pour lui en mettre plein la vue, même si j'aurais aimé un petit peu plus ouais, qui lâche un peu prise en fait, qui se laisse un petit peu aller à cette histoire. Est-ce que c'était forcément évident? C'est quand même l'histoire qui aurait inspiré, qui a inspiré pardon, le roman Moby Dick. En plus, on décrit une époque ancienne, donc forcément, on est obligé d'être assez respectueux sur pas mal de points. On est quand même en immersion là-dedans. Il n'y a pas de souci sur ça. On n'est pas perdu. Au contraire, on est même content de découvrir cet univers. Il y a un autre et un dernier choix, et après j'arrêterai avec ça. J'ai beaucoup aimé les éclairages assez sombres en fait. On voit que très rarement le ciel au final. On a peut-être juste sur la partie, on est perdu au milieu de l'océan, un soleil qui tape, mais forcément on est obligé d'en parler. Ils ont galéré des mois, voire des années en plein milieu de rien, donc forcément ils ont subi la nature, donc également le soleil. Mais quand on est sur des scènes de dialogue dans le bateau ou entre l'écrivain et Thomas adulte, on a un éclairage assez sombre, assez renfermé. C'est de l'éclairage bougie en fait. Et je me suis dit que ça restait cohérent avec le fait que l'équipage de l'Essex, le bateau qui va affronter la créature, est à la recherche de l'huile de baleine qui servait à éclairer les habitats à l'époque, qui était une denrée très demandée, très chère, très compliquée à aller chercher. Donc un éclairage à la bougie m'a semblé assez cohérent avec le but de l'équipage et le but de cette histoire, aller à la rencontre des cachalots pour aller les exterminer et récupérer la précieuse matière qui est à l'intérieur de leur corps tout simplement. Donc encore une fois, à l'image de l'histoire, c'est extrêmement classique et ça me permet de basculer sur une note finale. Ce film, il est bon, il est correct, il se tient bien, c'est très bien raconté par Ron Howard, c'est quelqu'un qui sait très bien narrer les histoires et ça fonctionne totalement. Vous serez pas surpris, mais vous serez pas déçu. Vous serez même confortablement assis face à un récit d'aventure avec des personnages rapidement identifiables, mais bien écrits, avec une créature assez effrayante pour qu'on y croie. Donc pour moi, ça sera un 6,5. Bonne histoire, j'ai bien tenu, j'aime beaucoup le cinéma de Ron Howard, donc j'étais déjà assez conquis avant même d'aller voir le film. Mais je n'ai pas été surpris non plus, donc je ne peux pas mettre un 7, un 8, c'est un 6,5, ça reste une bonne note pour un film qui se tient très bien, qui donnera une bonne sensation d'aventure, d'une belle histoire racontée à ses spectateurs. Donc c'est une réussite encore une fois pour Ron Howard, mais on a l'habitude avec le garçon. Ce mois-ci dans les bonus, j'ai envie de vous parler de The Big Short du réalisateur Adam McKay. Un réalisateur plutôt habitué à des comédies légères pour la rigolade, et là il nous propose une comédie assez acide, assez sarcastique, presque dramatique sur la crise qu'avaient connue donc les États-Unis par rapport au subprime, une crise qu'on se prend encore de plein fouet dans le monde entier. À vrai dire, avant les fêtes, aller voir ce type de film, ça m'a attiré que très moyennement, et j'ai eu l'attitude lâche du spectateur qui va voir un film en voyant son casting. Steve Carell, Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt. C'est vraiment ça qui m'a donné envie d'aller voir le film, et au final, c'est pas le point fort du film. Ce qui est le point fort du film, c'est la façon dont notre réalisateur Adam McKay nous parle de la crise. J'ai eu l'impression de regarder un faux documentaire sur un vrai sujet, et rien que ça déjà, c'est intéressant parce qu'on n'est pas sur quelque chose de classique. On commence le film et on a Ryan Gosling qui interprète donc un banquier qui brise le 4e mur et qui s'adresse directement à nous. Déjà, on est impliqué, on est dedans, on nous invite à rentrer dans l'économie américaine en fait, dans la bourse, dans des chiffres, dans des termes qui veulent rien dire pour le commun des mortels, mais qui gouvernent le monde des communs des mortels en fait. Donc c'était plutôt intéressant pour moi de me plonger là-dedans. J'ai rigolé, j'ai réfléchi. J'ai eu un petit goût amer à la sortie de la salle, mais pas à cause de la qualité du film, mais plutôt de ce qu'il raconte. On sait qu'on s'est fait entuber, on va pas se mentir, pour ceux qui ont un peu suivi cette crise et qui l'ont même peut-être subi parmi vous. Mais là, on se le prend en pleine face et surtout avec un tel détachement, une telle légèreté par la part des personnages que ça fait assez froid dans le dos. Plein de bonnes idées dans ce film. On a tout d'abord une caméra assez fuyante, jamais posée, qui fait très documentaire immersif. Comme si on était sur le champ de bataille de la finance avec une caméra épaule qui suivrait le conflit. C'est un petit peu cette impression que j'ai eue. On a parfois des petits montages un peu épileptiques qui enchaînent des images qui n'ont pas trop de cohérence parce que
On veut nous montrer aussi que c'est obscur ce qu'on est en train de voir, c'est un petit peu opaque, et qu'on veut surtout pas qu'on soit au courant de ce qui se passe dans ces hautes sphères de la finance américaine. Pour parler des acteurs, Ryan Gosling est le personnage charmeur de l'histoire. C'est lui qui vient nous raconter l'histoire, c'est lui qui fait le beau gosse, qui fait le beau rôle, c'est un petit peu la vision qu'un... Enfin, c'est un peu ce que voudrait être un banquier, en fait, j'ai l'impression. Ce côté un peu requin, sûr de lui, qui maîtrise bien son sujet, opportuniste, il le fait vachement bien. Je pense que c'est pour ça qu'on le déteste pour beaucoup dans la jante masculine, c'est que c'est vraiment le mec beau gosse qui dégage beaucoup de charme et qui plaît aux nanas. Et ben c'est un peu son rôle de banquier. Après on a Brad Pitt. Alors Brad Pitt c'est un petit peu le personnage mensonger. Il est plus effacé, mais il nous permet de découvrir deux jeunes acteurs plutôt intéressants et dont l'histoire est très très intéressante. Il y a Steve Carell également, grosse année 2015 pour lui. J'ai eu l'occasion de vraiment le découvrir beaucoup plus dans Foxcatcher, qui est un super film, qui était sorti en début 2015, qui avait été également nommé aux Oscars. Là aussi, grosse performance, banquier hystérique, banquier salopard, banquier requin de la finance. C'est vraiment le super personnage. Je pense que pour moi, c'est le meilleur personnage du film. Et pour finir, on a Christian Bale, qui interprète le personnage qui a découvert la crise, ou du moins qui a découvert la possibilité d'une crise. Et ça nous permet également de mieux la comprendre à travers ce personnage complètement dingue qui amène un côté super humoristique au film qui ne tombe pas dans la lourdeur. Vu le sujet, moi je m'attendais à soit un truc tout lourd qui va nous faire la leçon, bien que le film le fasse, mais de façon beaucoup plus légère et délicate. Eh ben non, et on n'est pas non plus tombé dans le documentaire à la c'est pas sorcier, eh oui Jamie, c'est ça la crise. Non, non, c'était beaucoup plus fun en fait. C'est ça, c'est que le film te parle de la crise. C'est fun, c'est dramatique, c'est drôle. Et à côté de ça, c'est réel. C'est ça qui est fou, c'est que ça parle de quelque chose de concret, de réel. Donc gros coup de cœur pour ce film. The Big Short. Je suis pas sûr qu'une sortie en fin d'année était vraiment l'idéal pour celui-ci. Mais bon, pourquoi pas. Si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous a autant plu qu'à moi? En tout cas, moi pour ce film, ça serait un 7 sur 10. Il le mérite amplement. Super casting, super histoire, plein de bonnes idées dans la réalisation, fun, drôle, caustique, acide, enfin un mélange d'émotions assez intéressant pour vous parler d'une crise. Juste un petit truc pour en finir sur ce film, il y a des caméos, c'est une merveille, je préfère pas vous le dévoiler parce que je veux pas vous gâcher le plaisir. Un film traité dans les bonus, il s'agit de Joy de David O. Russell. David O. Russell a encore une fois réuni son trio d'acteurs fétiches, Robert De Niro, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence qui a quand même la dominance en termes de temps de jeu, parce que c'est elle qui va incarner tout simplement le personnage de Joy. Alors Joy, on fait connaissance d'une petite fille, par l'intermédiaire d'une voix off, qui est celle de sa grand-mère tout simplement. Ça commence comme un conte et on fait connaissance donc avec une petite fille intelligente, intéressée et intéressante, qui a un don pour la création, l'invention. Donc elle semble être destinée à une vie heureuse avec des parents aimants, une demi-sœur, une gamine américaine dans le rêve américain par excellence. Malheureusement, la vie en a décidé autrement. On la retrouve quelques années plus tard, divorcée, vivant sous le même toit que son ex-mari, que ses parents, eux-mêmes divorcés, que sa grand-mère, et également avec deux petits-enfants qui courent au milieu. Donc pas forcément l'avenir qu'on aurait pu imaginer pour cette jeune femme. Elle travaille des heures, elle travaille surtout pour s'occuper de sa famille, pour payer les factures, pour essayer de survivre plus que de vivre. Et ça nous permet donc de faire connaissance avec un personnage très attachant, beaucoup d'empathie avec cette jeune femme. Une jeune femme qui va donc prendre son destin en main et se lancer donc dans la course à l'invention. Va en fait inventer un balai, ça ne s'invente pas, un balai rétractable qui permet d'essorer une serpillière sans toucher à la serpillière, donc très très bonne idée. Mais malheureusement, comme rien n'est simple dans la vie de Joy, elle va devoir affronter la justice, elle va devoir affronter sa propre famille, elle va devoir affronter des concurrents, des gens qui lui veulent du mal, elle va devoir affronter des mauvais choix également personnels. Donc en gros, on va suivre cette femme sur une quarantaine d'années, de sa tendre enfance jusqu'à son invention et sa tentative de réussite dans le monde des affaires. Très intéressant, beaucoup d'empathie, les personnages sont excellents, les dialogues sont drôles, ça s'enchaîne très bien. Même si je peux reprocher quand même
quelques longueurs sur la fin, une fin qui paradoxalement arrive de façon assez directe, on se la prend un petit peu dans la face comme ça, et malheureusement je trouve que ça fait un petit peu fini dans la vitesse malheureusement. Et surtout, allez, le plus gros reproche que je lui ferai, c'est peut-être le moment où le personnage bascule de sa vie de femme qui subit à femme qui reprend un petit peu les rênes. Je trouve que c'est un petit peu soudain, j'aurais aimé qu'on la voie un peu plus souffrir, c'est un peu méchant ce que je veux dire, mais ça m'aurait permis de vivre cette transition de façon presque, comment dire, révélatrice, enfin, qu'on ait vraiment un personnage qui renaît un petit peu de ses cendres, presque une réincarnation, une renaissance tout simplement. Malheureusement, je l'ai pas eu. Ça reste quand même un bon film, bien traité, bien raconté. On est un petit peu dans l'ambiance famille modeste américaine blanche, la classe moyenne américaine, comme on pouvait avoir dans Happiness Therapy. Donc, si vous avez aimé ce type d'ambiance, de couleurs, de décors, d'objets, les napperons, les vieilles tapisseries et compagnie, bah, vous serez servi. Un peu plus dramatique peut-être, mais vraiment le drame social, donc c'était plutôt intéressant, plutôt immersif, ça permet aussi de voir le rêve américain tant vendu par ce pays bah, dans sa réalité, à travers le personnage de Joy. Alors je m'attendais à un film féministe, j'allais dire pessimiste, mais il ne l'est pas du tout, mais féministe, et ben non, parce que pour moi, bah, ça aurait été une femme, un homme, un black, une blanche, une vieille, un jeune, enfin voilà, peu importe, ça aurait pu être n'importe quel américain, ça aurait pu être même dans d'autres pays, ben, j'aurais pas été plus choqué que ça. On a de l'empathie, ça fonctionne, c'est bien raconté, ça se tient bien. Enfin, peu de défauts à part quelques petits reproches personnels, et je pense que c'est peut-être que propre à moi pour le coup. En tout cas, c'est un bon film. David O. Russell est un bon réalisateur, c'est toujours une bonne expérience. On ressort, on a la banane, on a la pêche, on a vu un bon petit film avec sa part de drame, sa part également de comique. Donc très bien. Donc moi ça sera un 6 sur 10 pour ce film. Je reviens sur le mois de décembre, je m'attendais vraiment à une grosse présence et c'était le cas de Star Wars et pas grand chose autour. Et bien non, on a quand même eu un Spielberg intéressant sur donc le pont des espions, pardon. On a eu donc The Big Short, Joy, on a eu, je vous en ai parlé, Au cœur de l'océan, également Comment c'est loin, même une petite surprise française. Donc plutôt un bon mois de décembre, à part Babysitting 2.